Nous sommes ici à Brandonk, le symbole de la tyrannie et de l'oppression du nazisme et du fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que nous allons rencontrer Stéphane Hessel, le symbole de la résistance à cette oppression et à cette tyrannie. Stéphane Hessel, grand résistant, déporté à Buchenwald, torturé par la Gestapo, co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ambassadeur de France et récemment auteur d'un petit livre « Indignez-vous » qui connaît un succès de librairie exceptionnel et qui est un message d'espoir pour les générations futures. Nous allons maintenant, à Paris, rencontrer Stéphane Hessel. Monsieur Hessel, grand merci de nous accueillir chez vous ce matin à Paris. Je suis très ému et très heureux de vous rencontrer. Vous êtes une figure et un grand témoin du XXe siècle. Vous êtes un vrai Européen au fond puisque vous êtes né à Berlin. Oui, je suis né à Berlin, je n'y ai passé que 7 ans. À l'âge de 7 ans, j'étais un petit garçon, je ne parlais même pas le français. Ma famille s'est installée à Paris. Et j'ai donc fait mon école, mon lycée, ensuite mes études, l'école normale, en France. J'ai donc une culture française, mais je continue à disposer de la langue allemande. J'ai acquis la langue anglaise, et ce sont ces 3 langues qui me font plaisir lorsqu'il s'agit de poésie. Qu'est-ce que vous avez retiré de votre engagement très courageux dans la résistance auprès du général de Gaulle? J'ai eu la chance de pouvoir rejoindre dès 1941 le général de Gaulle. Beaucoup de Français auraient voulu le rejoindre. Nous n'avons pas été très nombreux là-bas, mais j'ai passé 3 ans à Londres sous l'autorité du général de Gaulle avant d'être envoyé en mission en France où j'ai été bêtement arrêté par la Gestapo. Voilà donc mon parcours de la guerre, et quand j'en suis sorti, je me suis tout de suite décidé à entrer dans la carrière diplomatique. C'est ce qui m'a fait être recruté par le secrétaire général des Nations Unies, M. Trygvedi, en 1946, et j'ai passé 4 ans à New York, à l'époque où précisément on mettait au point cette Déclaration universelle des droits de l'homme, qui reste pour moi un texte tout à fait fondamental. Je reviens un moment sur le Conseil national de la résistance, parce que vous le citez longuement dans votre ouvrage « Indignez-vous », et je trouve que c'est un texte qui a une force, d'abord, d'anticipation extraordinaire, mais c'est un texte qui est d'une éclatante actualité aujourd'hui. Il a été rédigé, souvenons-nous, par des gens qui vivaient sous l'occupation allemande, dans le régime de Vichy, qui étaient donc dépourvus de toute autorité politique, et qui ont réfléchi à ce que devrait être la France d'après la libération. Ils ont voulu que le général de Gaulle sache où la résistance souhaitait aller. Et cette résistance était largement de gauche, mais elle était surtout démocratique. Et les valeurs que l'on trouve dans le Conseil national, court texte, mais très fort, et qui a été envoyé au général de Gaulle pour dire « Voilà où nous, les résistances, nous vous demandons d'aller après la guerre ». Ce texte a encore toute sa valeur 60 ans plus tard. Vous avez eu la chance de rencontrer des personnes exceptionnelles. Pierre Mendès France, par exemple. Qui était à Londres en même temps que moi, auprès du général de Gaulle, qui s'est battu dans l'armée française libre, et que j'ai retrouvé après la guerre, qui a eu la gentillesse de m'accepter comme collaborateur à son cabinet pendant les 7 mois, 7 jours où il était au gouvernement de la France, où il a mis un terme à la guerre au Vietnam, et je suis resté son ami jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour moi l'homme d'État français que j'admire le plus. Le général de Gaulle, naturellement, figure exceptionnelle, historique, mais Pierre Mendès France
homme d'État, se situant à gauche, mais avec une bonne perspective démocratique, c'est pour moi le plus important de ceux que j'ai rencontrés. Dans votre parcours intellectuel et philosophique, vous avez aussi croisé Jean-Paul Sartre et Maurice Merleau-Ponty. Voilà. Dans ma génération de normaliens, je suis entré à l'école en 1937. Eh bien, Sartre, à l'époque, était le philosophe et, je dirais, l'homme d'action que tout le monde recherchait. J'ai eu la chance de le rencontrer. Je suis devenu son ami par la suite. Mais le philosophe qui était à l'école normale supérieure, l'homme qui nous guidait, nous les jeunes philosophes, c'est évidemment Maurice Merleau-Ponty, introducteur de la phénoménologie dans la philosophie française et un pédagogue remarquable. Vous avez croisé aussi Walter Benjamin, André Gorz, pour qui, moi qui suis très sensible aux questions environnementales en particulier, j'ai une grande estime. Alors j'ai eu la chance de diriger même, on peut le dire, ou en tout cas de participer à la direction du Club Jean Moulin, une organisation qui en 1958 s'est préoccupée de réfléchir, encore une fois, comme l'a fait le Conseil national de la résistance. Quelle doit être la démocratie française? André Gorz était parmi nous. Il a joué un rôle très important par sa sensibilité, son intelligence. Il est devenu un très cher ami. Son dernier livre où il parle de sa femme est pour nous Lettre à D. Émouvant. Mais à côté d'André Gorz, un autre philosophe qui m'est très proche parce que c'était un ami très proche de mon père, Walter Benjamin, qui a laissé une grande marque dans la philosophie politique moderne. Je l'ai connu, j'ai même été un de ses derniers interlocuteurs. Quelques semaines avant son suicide à Port-Bou, nous étions ensemble à Marseille et j'ai pu sentir son désespoir et j'ai essayé de lui remonter le moral, malheureusement en vain. Monsieur Hessel, le bilan des droits de l'homme, vous qui avez participé à la rédaction de cette très importante déclaration universelle, quel est le bilan que vous tirez aujourd'hui des droits de l'homme dans le monde? Là-dessus, je dirais deux choses un peu contradictoires. D'une part, le bilan de ce texte, le rôle que ce texte joue encore aujourd'hui, est énorme. Nous n'avons pas d'autres textes auxquels se référer lorsque les choses ne vont pas comme elles devraient. Et ce texte, à cet égard, reste précieux. D'autre part, le programme que ce texte proposait à tous les États membres des Nations Unies est très très loin d'être réalisé. Nous avons encore une majorité d'États où les droits de l'homme ne sont pas vraiment respectés. Je dirais même que même dans la minorité des États démocratiques où une bonne partie de ce texte est en vigueur, il reste beaucoup à faire, pour ne parler que de mon propre pays. Tout ce qui nuit encore à l'application de ces droits qui ont été proposés et proclamés en 1948, tout ce qui nuit encore à ces droits est présent dans tous les jours de la vie politique en France. Si l'on pense aux problèmes d'immigration, aux problèmes de société, de force des législations sociales, nous sommes encore en arrière. Donc, vous voyez, c'est un merveilleux programme, il faut le contenir, le préserver comme tel, mais il n'est pas encore appliqué. Le droit des peuples, c'est quelque chose qui manque dans cette déclaration? Et de la déclaration qui relève naturellement de la Charte des Nations Unies qui, elle, proclame clairement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La déclaration y fait indirectement allusion en demandant à tous les États d'appliquer ces droits et ce régime démocratique
à tous les peuples qui relèvent encore de leur autorité. La décolonisation était en soutien, en suspens dans la Déclaration universelle et par la suite, la résolution 1514 de 1960 était encore plus fermement un appui donné par les Nations Unies dans leur ensemble, leur Assemblée générale, au droit de tous les peuples à disposer d'un État et donc à disposer d'eux-mêmes. À cet égard, ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, ce qui se passe au Sahara occidental, ce sont des violations caractérisées de ce que souhaite l'Organisation des Nations Unies. La Palestine, pour vous, aujourd'hui, c'est un objet fondamental d'indignation? J'ai eu la chance, avec ma femme, de passer au moins 5 moments importants, faire 5 séjours à Gaza et aussi en Cisjordanie. Et nous y avons recueilli le sentiment que la Palestine est prête à avoir un État, que les divergences à l'intérieur des Palestiniens peuvent être surmontées, mais que l'obstination des gouvernements israéliens, bien au-delà même du sentiment que des Israéliens peuvent avoir de la nécessité d'un État palestinien comme compagnon d'un État israélien, cela n'est pas retenu par le gouvernement de l'État d'Israël et les pressions qui devraient être exercées sur ce gouvernement par la communauté internationale ne le sont pas. Nous sommes donc obligés d'utiliser d'autres moyens de pression. C'est ce que nous faisons avec le tribunal Russell pour la Palestine, dont j'ai été l'un des initiateurs, dont le grand organisateur est mon ami Pierre Galland. Avec lui, nous essayons de montrer où sont les violations auxquelles il faut résister. Les violations d'Israël, bien entendu, les violations de l'Union européenne qui ne soutient pas les Palestiniens comme il le devrait, et les violations des grandes entreprises multinationales qui travaillent librement avec des colonies israéliennes en Palestine qui sont des colonies illégales, comme l'a manifesté clairement la Cour internationale de justice en juillet 2004 en condamnant la construction du mur et la colonisation des territoires palestiniens. Monsieur Hessel, il y a une question absolument essentielle aujourd'hui. Le sommet de Cancun se termine. La question environnementale, la crise des écosystèmes, les limites de la biosphère. J'ai vu que vous étiez à un moment engagé à Europe Écologie. Donc pour vous, c'est un des défis essentiels de notre siècle, de notre modernité. Je suis content que vous l'évoquiez parce que c'est vraiment le seul grand défi qui ne figure pas dans la Déclaration universelle. À l'époque, en 1948, nous ne savions pas encore les dangers auxquels nous avions exposé notre planète par une civilisation économique, exploitation excessive des ressources naturelles. Nous avons fait beaucoup de mal à cette terre. Il a fallu attendre la grande conférence, celle de Stockholm en 1972, celle de Rio, surtout en 1992, pour savoir que c'était devenu peut-être le problème le plus important pour nous tous. Et je souhaite donc que cette composante écologique qui est nécessaire à la gauche devienne l'une des 2 grandes composantes, justice sociale d'une part, justice pour la planète de l'autre. C'est un peu le même sentiment des valeurs à développer et à maintenir. Il faut joindre ces 2 forces. En France, le Parti socialiste et le nouveau parti Europe Écologie et les Verts, mais pas seulement en France. Nous avons besoin d'une Europe qui soit une Europe verte et rouge, c'est-à-dire qui défende à la fois la justice sociale tellement bafouée dans une partie du monde, et même quelquefois chez nous, et cette protection indispensable des ressources de la planète. Vous qui avez participé à la Déclaration universelle des droits de l'homme, si je vous entends bien,
les droits des générations futures, des droits pour des personnes à venir, sont donc des espèces de nouveaux droits de l'homme pour demain. Absolument. Cette déclaration se voulait un programme à long terme. Nous savions bien en 1948 que ces 30 articles n'étaient encore appliqués que dans un tout petit nombre de pays. La décolonisation n'était pas faite. Les nouveaux pays devenus indépendants avaient un chemin considérables à accomplir. Ils étaient souvent maniés d'abord par des dictatures ou par des autorités qui n'avaient pas encore l'habitude du développement démocratique. Le développement lui-même est une des nécessités de ce monde. Donc, nous sommes devant des conflits clairs. Ce qui me réjouit, je vous le dis franchement, c'est que nous connaissons maintenant ces défis. Nous ne pouvons plus dire on ne sait pas. Absolument. Nous savons où va le climat, nous savons où vont les ressources. Nous pouvons donc agir. Il faut simplement que les gouvernements soient courageux, ce qui est rare, et que les citoyens soient courageux. C'est la raison pour laquelle je compte davantage sur les citoyens français, belges, européens, pour soutenir ce programme, que sur les gouvernements eux-mêmes, trop souvent attachés au pouvoir, et se doutant que quelquefois ce pouvoir risque de leur échapper s'ils sont assez courageux pour mener leur pays là où ces pays doivent aller aujourd'hui. Quel est le regard, monsieur Essel, que vous portez aujourd'hui sur la laïcité, sur la résurgence d'un certain nombre de fanatismes religieux? Je suis très conscient que devant la globalisation culturelle, on peut dire, il y a une espèce de culture mondiale qui nous conditionne plus ou moins tous. Contre cela, il y a des crispations. Et les pires crispations identitaires sont les crispations religieuses. On sent que des gens qui ne sont pas à l'aise dans cette nouvelle culture, cette nouvelle économie globale, vont se raccrocher à l'islam, par exemple, pour dire nous avons notre propre crispation à maintenir, à la religion juive. Nous sommes des juifs, nous voulons rester des juifs. Nous sommes des protestants. La laïcité est, à mon avis, la seule réponse acceptable à ces crispations. Les États démocratiques ont un devoir, c'est de respecter toutes les religions, mais de ne laisser à aucune d'entre elles la possibilité de devenir dominante ou oppressive sur le territoire d'un pays. C'est ainsi que j'interprète ce beau mot de laïcité, qui nous est très familier en France, que nous avons un peu de mal à faire comprendre à des pays où il n'a pas le passé qui est celui de notre séparation de l'Église et de l'État. Vous appelez dans votre livre à une forme d'insurrection pacifique contre, est-ce qu'on pourrait l'imaginer, contre les dégâts du capitalisme aujourd'hui, la dictature des marchés financiers, notamment depuis la crise qui a commencé en septembre 2008 ? Oui, je crois qu'il est essentiel que nous prenions conscience du fait que si ça continue, on va dans le mur, disons tout simplement, pour être très court. Si ça continue, on va dans le mur. Il s'agit donc de s'indigner, il s'agit de résister une fois de plus. Et la résistance n'a pas le même cadre que celui que nous avions pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais son besoin de mettre l'accent sur des valeurs qui doivent être universellement reconnues, le droit international, le droit et la législation sociale. Ce besoin-là est fort, et lorsqu'on sent qu'il n'y est pas répondu par les États, il faut pouvoir s'indigner et résister. Vous écrivez dans votre livre « Créer, c'est résister »,« Résister, c'est créer », et vous faites aussi, ce qui m'a tout à fait intéressé, l'éloge de la non-violence. Voilà, je pense que l'appel à la résistance ne peut pas être un appel
à la révolution violente. Nous avons, dans le cours du XXe siècle, nous avons vu où allaient quelquefois les révolutions violentes. Il est rare qu'elles se bornent à faire surgir une nouvelle forme de gouvernement sans pour autant imposer une idéologie excessivement autoritaire. Il faut donc essayer de soutenir les forces de résistance et de réforme, mais ne pas tomber dans la violence qui est souvent le contraire. Elle provoque de l'anti-violence et nous arrivons au fameux choc des civilisations ou autres images graves auxquelles il faut pouvoir résister. Alors résister, ce n'est pas révolutionner, c'est créer. Résister, c'est créer par une réforme intelligente un nouvel état du monde avec davantage de justice et avec un respect pour notre petite planète. Vous vous définissez, Monsieur Hessel, comme un infatigable optimiste. Quelle est votre espérance pour le futur? Vous citez d'ailleurs Apollinaire qui disait que l'espérance est violente. Oui. Quelle est votre espérance pour demain, pour le monde? Je mets en fait que les problèmes les plus graves trouvent une solution. Et ma vie s'est passée à le démontrer. Nous avons connu des situations d'une gravité exceptionnelle. Je ne parle même pas de la guerre, mais parlons de l'autoritarisme, parlons du stalinisme, parlons des problèmes de la décolonisation. Que de fois on aurait pu désespérer devant la montée des dangers pour la terre, devant la montée des dangers du capitalisme sans régulation. Eh bien, tout trouve une solution, j'en suis sûr. Il faut simplement ne pas trop tarder, parce que le danger existe. Mon optimisme n'est pas naïf, heureusement. Mon optimisme tient à ce que les nouveaux moyens dont disposent les jeunes générations sont considérables. La science leur a donné des moyens nouveaux, remarquables. Utiliser intelligemment ces progrès. Ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, on les utilise à tort et à travers. On crée des armes nucléaires, ce n'est pas un progrès. Mais si on utilise bien les progrès de la chimie, de la physique, des mathématiques, de la connaissance du cerveau, on peut arriver à créer cette métamorphose à laquelle appelle Edgar Morin, Absolument. un de nos bons philosophes. Tout à fait. Et donc, regagner un bon optimisme en disant « bon, ça va être difficile, mais on va y arriver ». La pire des attitudes aujourd'hui, c'est l'indifférence? La pire des attitudes, c'est à mon avis le découragement qui amène souvent de l'indifférence. Si on se dit « les grands problèmes, ça ne me regarde pas », donc je suis indifférent à ce que je devrais faire maintenant, alors là on décroche et on n'est plus l'homme actif, l'homme content de lui-même, que l'on peut être lorsqu'on voit où sont les dangers, où sont les risques et où sont les potentialités. C'est à ce moment-là qu'on joue pleinement le rôle qu'une jeune femme, un jeune homme doivent pouvoir jouer dans ce début du XXIe siècle. Stéphane Hessel, vraiment un tout grand merci pour votre gentillesse, pour votre accueil. Et je rappelle et j'invite les gens qui nous regardent à lire Indignez-vous, parce que je trouve que c'est un petit livre d'espérance, de vigueur et d'indignation vraiment tout à fait bien dans un monde un peu aujourd'hui atone, un peu amorphe ou individualiste, où on se replie sur son petit bonheur privé. Donc je trouve que c'est une très belle leçon que vous nous donnez là. Merci beaucoup. Je suis heureux que ce petit livre puisse vous intéresser et il a l'air de pouvoir intéresser toute une jeune génération.